Et ce qui me fait le plus craindre dans une perspective comme celle-là, avec d'autres, hein, c'est que la panique, le désarroi, la peur, le trouble dans lequel on risque de plonger au fur et à mesure qu'il y aura à la fois des chocs météorologiques, des catastrophes, hein, telles que des incendies de forêt, des ouragans, mais aussi des bris dans l'approvisionnement, hein, dire des Tim Hortons qui sont obligés de fermer, des Canadian Tire qui sont vides, des dépanneurs privés de bière et autres catastrophes inouïes. Bon, lorsqu'on sera confronté au réel comme ça, là, hein, ce que je souhaite, et c'est moi la seule chose à laquelle je travaille pour l'heure d'une manière lucide, j'espère, c'est à favoriser une avant-garde pour qu'à ce moment-là, des gens sachent parler le discours de la solidarité, de l'entraide, hein, et de la démocratie sur un plan direct, en pensant les circuits courts, en pensant l'agencement des puissances, des talents, des compétences, des atouts, hein, au regard des besoins, des urgences, des aspirations qu'on soit capable d'organiser. Sinon, on sera dans une situation qui est favorable au fascisme, à l'essor des petits chefs. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon, donc aujourd'hui, à Bleu Cinéma, on accueille nul autre que le philosophe Alain Deneau, qui vient de sortir un nouveau livre intitulé Faire que, l'engagement politique à l'ère de l'inouï. Il enseigne en ce moment à l'Université de Moncton, à Shippagan, en Acadie. Je me suis répété l'Acadie au lieu du râpeux Nouveau-Brunswick, comme disait Serge Bouchard. Ce mot disparu des cartes du monde, à l'Acadie. Donc, Alain Deneau a écrit par ailleurs de nombreux essais tels que le célèbre Noir Canada, la médiocratie, plus récemment Bande de colons, plein d'essais sur les paradis fiscaux. Encore plus récemment, une série de courts feuilletons théoriques sur les économies, une sorte de recherche philologique sur le concept d'économie. Bonjour Alain, comment vont Bonjour. les choses dans ta lointaine Acadie? Neigeuse, venteuse, Neigeuse, venteuse, bon, c'est tout parfait. va bien. Ouais, c'est ça, c'est décembre après tout. C'est peut-être temps que ça arrive. Je te propose un plan là, pour faire ça clair, pour faire que ce soit clair. Mon objectif, c'est qu'on réussisse à comprendre ce que faire que, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte comme enjeu. Comprendre le titre, c'est répondre à la fameuse question que faire, que tout le monde se pose dans un monde où on est terriblement accablé par l'état des choses, qu'on sait justement pas quoi faire. Donc, j'aimerais qu'on parle de cette ère de l'inouï qui est également dans le titre, parce que sans ça, sans ce postulat, on ne peut pas comprendre le faire que. Ensuite, on va se poser la question, faire que faire, puis finalement, j'aimerais ça qu'on finisse avec la biorégion. Finalement, c'est un peu la manière dont ton livre est découpé, une sorte de dialectique parfaite. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est cette ère de l'inouï dont tu parles? L'inouï renvoie d'abord à des dispositions psychiques qui sont les nôtres face à la façon dont les choses nous sont racontées et expliquées. Les choses étant la crise, la débâcle climatique dans laquelle nous nous trouvons et le phénomène extraordinaire de l'extinction des espèces. C'est inouï au sens où cela n'a jamais été ouï, entendu, et c'est donc inédit et peut-être indicible, hein, dans la mesure où le discours par lequel se trouve racontée la débâcle climatique et l'extinction massive des espèces pose les problèmes, les enjeux graves, gravissimes surtout,
sur une échelle temporelle insaisissable. On nous dit, hein, depuis des millions d'années, jamais les espèces n'ont disparu sur une telle échelle, de manière aussi dramatique et spectaculaire. Depuis 10 000 ans, jamais le climat n'a été autant déréglé. Et depuis des millions d'années, jamais ce dérèglement a été aussi accéléré. Donc, on est là en train de penser à des échelles qui supposent que ce que l'on vit est inédit, c'est-à-dire sans commune mesure, sans pareil. Et j'ai estimé que cela voulait aussi dire impensable, dans la mesure où penser, c'est penser à. Et là, il n'y a rien à quoi penser pour penser ce qu'on vit. Toute chose que l'on pense nous fait penser à, et parce que ça nous fait penser à, cette chose devient pensable, parce qu'on la compare. Donc, la raison est comparaison, contrairement à l'adage qui nous suggère le contraire. En comparaison est raison, et raison est comparaison. Lorsqu'on raisonne, lorsqu'on pense, on pense en fonction d'un précédent qui a des caractéristiques communes, semblables. Et j'aime bien l'historien Paul Venn, que j'ai cité. Il lui insistait pour qu'on compare non pas à, mais avec. Donc, la différence étant que lorsqu'on compare à, on pense surtout aux ressemblances. Lorsqu'on compare avec, on pense surtout, on pense le rapport entre les ressemblances et les différences. Et c'est comme ça qu'on arrive à réfléchir à la singularité de quelque chose. C'est parce que par comparaison, on voit des traits qui sont spécifiques, singuliers, ainsi de suite. Mais quand vous ne pouvez pas comparer, comment vous pensez? Comment on pense quelque chose qui est incomparable, qui c'est jamais bon. Donc, ça devient inouï. Et là, il y a la présentation se fait comme en cascade, là, si on veut parler d'une manière édifiante ou si on veut parler de manière plus prosaïque, ça se produit comme un slinky qui descend les escaliers. Là. Dès qu'on commence à penser comme ça, il y a par voie de conséquence d'autres enjeux qui se posent. Si la situation est inouïe, parce que, et là, Bruno Latour tardif, on lui a parlé, parce qu'on a confié aux scientifiques des sciences exactes le soin de raconter ce qui se produit. Le soin de raconter ce qui se produit, c'est-à-dire le soin de nous parler en termes de modèles, en termes de données massives, en termes de synthèse insaisissable, sur des grands ensembles où effectivement il est question de millions d'années par rapport à des points et par rapport à des critères, par rapport à des notions qui ne sont pas politiquement très parlantes, comme le nombre de parties par million de molécules de dioxyde de carbone, par exemple, ou la température moyenne de l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle à l'échelle mondiale, ou encore les seuils fatidiques au-delà desquels la science ne répond de rien. Bon, du moment qu'on on synthétise la science et la politique et qu'on parle en fonction de notions qui n'interpellent pas le commun et qui elles-mêmes portent sur des échelles qui ne permettent pas la comparaison, on plonge l'esprit dans l'inouï. Donc, il y a un enjeu là qui est important et ça renvoie à la critique du Bruno Latour tardif, à savoir que, et puis c'est aussi moi qui parle là-dedans, là, je distingue mal qui dit quoi, là, mais c'est sur le fait que les grandes instances qui présentent le discours sur le climat et la biodiversité ces années-ci, c'est-à-dire le GIEC et l'IPBES, sont deux instances intergouvernementales, officielles et interétatiques, qui ne se disent pas internationales, étonnamment, ils disent intergouvernementales. Bon. Scientifiques et politiques. Et là, je le dis à dessein ainsi, comme si l'expression était agglutinée à l'allemande. C'est scientifique et politique. C'est siamois, c'est agglutiné, et on ne sait plus où la politique commence et où la science commence, où s'arrête.
Et au fond, ce qu'on sait, c'est que les scientifiques sont bridés par les politiques pour ne pas nommer de coupables, pour ne pas désigner d'objets clairs en ce qui concerne les responsables, pour un peu arrondir le discours. Donc, la science est bridée et en même temps, la politique se laisse ventriloquer par la science. C'est-à-dire qu'elle ne fait que reproduire le discours de la science au titre de la politique. Et c'est là où la politique cesse de parler politiquement, elle parle scientifiquement, elle relaie ce discours scientifique altéré par elle, hein, et laisse la science, au fond, faire la politique, hein, pour ne pas avoir à prendre des responsabilités. Bon. Donc, du coup, on a cette espèce de paradoxe, là, où cette espèce de... Je cherche un mot, là. Ce bric-à-brac, hein, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à penser politiquement la situation parce qu'on n'a pas des mots politiques pour la dire, ce qui engagerait de la responsabilité, un rapport aux choses dans une langue naturelle, hein, et donc l'inouï a trait à ça, quoi. C'est ça le problème du GIEC, par exemple, que tu dis, c'est qu'il se mélange trop avec la politique, puis qu'on finit par... La politique finit par parler la science, puis ça parle à personne. Ça parle pas clairement, en tout cas. Mais surtout quand on analyse ces discours-là, on se rend compte que les discours du GIEC et de l'IPBES, que tout est fait pour qu'on ne comprenne pas socialement, politiquement, la nature des enjeux. Deux exemples. Dans ces rapports-là, il y a énormément de références vagues à l'humain, à l'activité humaine. Ben, tu sais, je veux dire, porter une casquette, c'est une activité humaine, puis je ne sais pas si c'est en cause. L'activité humaine, quel euphémisme. Et je veux dire, moi, j'aurais un étudiant qui écrirait comme ça, puis je le sanctionnerais, parce que je dirais que c'est de la myopie sociologique. Là. On ne sait pas, tu sais, parler de l'humain, l'activité humaine, c'est vraiment noyer le poisson. C'est s'assurer que personne ne comprenne qui fait quoi. Il faut au moins penser en termes de classe sociale, si on nomme pas directement des entreprises, des PDG, des décideurs, au moins en termes de classe sociale, de catégories d'acteurs. La Sénégalaise qui va chercher de l'eau à 2 kilomètres de chez elle pour sa famille, elle est dans une activité humaine, elle n'a rien demandé, puis elle est responsable de rien. Donc, je veux dire, donc tout ça est indécent. Puis l'autre tour de on dirait qu'en plus, oui? de dire l'activité humaine, ça fait aussi, d'un côté, ça suscite la colère dans un sens où le monde va dire Chris, c'est pas de ma faute, moi. C'est ça. Moi, je fais rien pour ça. Moi, on prête le flanc au déni, on alimente le déni comme ça. D'autant plus qu'on parle de l'ère industrielle, on aurait au moins dû dire l'activité industrielle, puisque c'est l'ère industrielle qui est concernée. On n'est même pas capable de tirer cette conséquence logique-là. L'autre tour de passe-passe dans ses écrits, c'est évidemment les formes passives. C'est-à-dire que si vous dites la rivière a été polluée, vous n'avez pas à dire par qui. Alors, si vous écrivez sous une forme active, il faut un sujet. Mais là, dans la forme passive, l'aubaine, c'est que dans une forme passive, en fait, le sujet, c'est l'objet. C'est l'objet qui est retourné sous la forme du sujet, et donc on n'a plus à avoir de sujet. L'atmosphère s'est trouvée polluée. La situation est grave. Bon, mais il n'y a jamais. Donc, et ça rend très pénible ces textes à lire. Ça touche tout un peu l'idée de l'absence de. Il y a un manque, il y a une absence d'objet. Tu t'en parles clairement par rapport notamment entre l'éco-anxiété et l'éco-angoisse. Tu fais la différence. Finalement, tu me corrigeras, mais finalement, l'éco-angoisse fait directement avoir directement à il n'y a pas d'objet, donc on ne peut pas le penser, puis de là émane une peur, des inquiétudes. Puis,
Oui, c'est ça, dans les effets en cascade, là, c'est ça, c'est qu'il y a l'inouï. L'inouï est lié à une sorte de construction du discours qui est vaseuse et très scientifique en même temps. Puis comme elle est très scientifique, ben, elle parle pas beaucoup, puis elle se situe sur des échelles qui font qu'on est devant l'impensable parce que rien de ce qui advient n'est comparable à rien. Au mieux, on se réfère à l'Apocalypse dans la Bible pour trouver une sorte de pendant. Ça donne lieu à tout un cinéma américain, puis à tout un toute une série d'appréhensions qui frisent le délire, quoi, bon, qui reposent sur rien. Et effectivement, ça provoque une situation angoissante dans la mesure où on n'a pas d'objet, quoi. C'est ça l'angoisse, en effet, quoi. Un des problèmes aussi, si je reste à la source, là, puis je vais arriver à l'angoisse en raison de ce qu'on peut diagnostiquer, c'est que il n'y a plus personne sur ces sujets-là, ou presque, qui fait de la bonne sociologie, de la bonne histoire et de la bonne philosophie. On assiste à ce que j'appellerais le phénomène, l'affaire Sokal-Bricmont à l'envers. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, l'affaire Sokal-Bricmont, c'est quand, au début du 20e siècle, Alan Sokal a fait un canular dans une revue en Cultural Studies pour montrer qu'on pouvait dire n'importe quoi. Lui était tenant du positivisme et des sciences exactes, puis il montrait que les philosophes se servaient des sciences exactes comme une sorte de pépinière à métaphore pour écrire n'importe quoi, puis il a voulu montrer qu'on pouvait effectivement écrire n'importe quoi, puis être avalisé par les pairs, puis être publié dans un article. Puis Jacques Bouvray, c'est bon. Enfin bref, aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des gens des sciences exactes qui produisent des modèles, qui produisent des statistiques, qui produisent des données, qui produisent des discours positivistes qui sont sérieux sûrement, mais qui, à un moment donné, sont insatisfaits du sens que produisent ces données-là et finissent par conférer du sens à leurs propres données en excédant leur cadre. Je pense que Jacques Monod est le premier à avoir commencé ça en 1970. Tout d'un coup, en faisant à leur tour de la philosophie, de la psychanalyse, de la politique, de l'éthique, de l'histoire, et sans s'y connaître, on fait de la sociologie sans même savoir que Pierre Bourdieu existait. Je veux dire, on fait de la psychologie sans connaître Freud du tout, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des mots comme éco-anxiété, qui est un mot qui écologie, notamment, sans doute. Ouais, ben c'est cette espèce de termes, effectivement, qui ne sont pas réfléchis politiquement, alors qu'ils ont une très, très grande incidence politique, et puis sociale, puis culturelle. Et c'est aussi lié au fait que dans les sciences, les disciplines concernées, la sociologie, l'histoire, on s'en est beaucoup tenu aux affaires humaines. Bon, puis on n'a pas beaucoup intégré justement les sciences de la nature qui auraient eu intérêt à être considérées. Donc, on a un peu laissé le champ libre aussi. Donc, du coup, on se retrouve avec ce terme d'éco-anxiété parce que l'anxiété, pour le commun qui ne s'y connaît pas, ça veut un peu tout dire. Ça veut dire le malaise, ça veut dire la détresse psychique, ainsi de suite, d'une manière générique, alors que c'est un terme assez précis. L'anxiété renvoie au surinvestissement d'un objet en tant que cet objet-là nous rend malheureux, c'est-à-dire nous déstabilise, c'est-à-dire produit des affects tristes et éventuellement nous abîme. Bon, ben c'est correct. C'est-à-dire, il y a des moments, je pense, où on vit l'éco-anxiété, mais il faut juste réserver cette expression-là à des moments où on craint vraiment quelque chose et qu'on fait de cette chose-là le motif d'un dérèglement affectif. Si vous êtes cultivateur et vous craignez les sécheresses en raison des conséquences que ça aura sur vos récoltes, vous êtes dans l'anxiété, oui. Mais d'une manière générale, surtout quand on parle des plus jeunes, ou de citoyens qui s'inquiètent de la situation historique en général, là, on est plutôt dans l'angoisse. C'est-à-dire qu'on est dans une accumulation de menaces qui, au total, donne lieu à une sorte de sidération qui ne porte sur rien, parce qu'on ne sait pas penser ce qui se produit, parce que c'est inouï. On dit que ça ne s'est jamais produit depuis des millions d'années, ou des dizaines de milliers d'années. Nous sommes responsables, ce nous-là est complètement flou. Et puis donc là, on ne sait pas quoi penser. Et le problème lorsqu'on est dans l'angoisse, c'est que l'angoisse est un mécanisme de défense de la vie psychique contre l'angoisse elle-même. Bizarrement, c'est comme un phénomène affectif qui consiste à résister à ce qui nous fait mal. Et l'angoisse consiste
consiste très souvent à chercher des objets de substitution. Donc, on se met à chercher quelque chose sur quoi on va, au fond, faire porter ses affects en tant qu'ils sont malaisants. Ça va être toutes sortes de choses. Et je pense qu'on peut expliquer l'essor de l'extrême droite, notamment. Ouais. C'est quand même un problème assez simple une situation assez simple à comprendre. Justement, peut-être à l'égard des gens qui refoulent, qui s'en trouvent moins angoissés, peut-être, qui vont dire finalement que cette ère de l'inouï-là, que le capitalisme ne tire pas à sa fin, que l'inflation va toujours finir par ralentir, qu'on va finir par créer de l'emploi, que la machine va repartir, on va financer une petite guerre par-ci par-là, ou une usine Nordvolt à gauche, à droite. Finalement, que le capitalisme fonctionne par cycle. Là, ça ruisselle, puis ça crash, puis ça ruisselle, puis ça crash. Les marxistes, depuis la fin du 19e, prévoient la fin du capital, alors que le capitalisme a toujours eu le dernier mot. C'est quoi qui est différent cette fois? Parce que, quand même, bon, l'inouï, on comprend un peu, mais le système Terre, l'environnement, c'est ce qui semble peut-être être un facteur différent. Après tout, Marx n'a pas parlé d'environnement. Il n'avait pas su entrevoir une destruction à une échelle si grande. La dialectique historique manquait peut-être. Mais en même temps, si on est matérialiste, peut-être que justement, l'environnement est clé dans cette fois-ci. Oui. Déjà, parmi les objets substitutifs qui pallient l'angoisse, c'est-à-dire qui soulagent l'angoisse, mais qui en même temps entretiennent l'angoisse. Parce que dès qu'on est face à un objet substitutif, par définition, il ne satisfait pas le malaise. Donc, du coup, il nous renvoie toujours à la case départ, qui est l'angoisse. Et donc, il y a effectivement le bouc émissaire de l'extrême droite. Je pense qu'on a eu dans le mouvement sociétal une exacerbation de causes identitaires qui me semble parfois procéder de l'objet de substitution. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause elle-même qui me dérange que le caractère exacerbé du militantisme dont il fait l'objet, parfois de manière stridente ou fanatique. Bon. Et puis, il y a pu avoir sur le plan de ce qu'on appelle en psychanalyse la conversion, il y a pu y avoir toutes sortes d'oxymores notionnels qui ont pu apaiser les esprits d'une manière synecdotique, au sens où la partie vaut pour le tout. Et là, tout d'un coup, on se fait dire, le capitalisme a compris. Le capitalisme s'adapte. Le capitalisme est flexible, il est souple, le capitalisme est versatile. Et il va pouvoir comprendre ces données-là et agir en conséquence. Et là, vous avez des notions comme le développement durable, le capitalisme vert, la sophiste, comment on l'appelle là, la transition énergétique. Il va y avoir combien de constructions hybrides qui vont donner l'impression qu'on avance dans la bonne direction, qu'on fait des synthèses suffisantes pour remédier aux problèmes. Et c'est la force du capitalisme, elle est essentiellement sémantique, elle est essentiellement propagandiste. C'est d'avoir broyé et transformé en purée des discours qui étaient pleins d'aspérité dans les années 70. Je pense notamment au Club de Rome. Le Club de Rome parlait des limites à la croissance en 1972, à partir de modélisations assez avant-gardistes pour l'époque, avec des ordinateurs puissants, où on faisait des scénarios. Si on fait ça, on en a pour tant de décennies avant que tout s'effondre. Si on fait ça avait trait autant à l'urbanisation, à la dépense énergétique, à un certain nombre de critères. Bon. Il s'agissait de penser la limite
Bon. En fonction d'une société viable, Sustainable Society. Bon, ça, c'est le rapport Meadows de 72. Ça a donné lieu même au cinéma à des films comme Soylent Green, hein, Soleil vert, et d'autres films célèbres qui n'auraient pas existé sans ce rapport-là, quoi. Puis d'autres romans, et ainsi de suite. Et là, le capitalisme, plutôt d'admettre qu'il était sur le banc des accusés, qu'il était responsable de cette hubris qui consiste à ne plus tenir compte des limites, il a fini par se présenter comme étant le sujet de l'action écologique, avec le développement durable notamment, qui est un oxymore atroce, comme un sujet, plutôt que comme un objet pour la critique. Et effectivement, il a fini par présenter sous la forme d'une dialectique admissible le fait qu'on puisse continuer à développer tout en respectant le vivant, en léguant aux générations futures le réel écologique, hein, la biophysique telle qu'on en avait hérité. Mais en même temps qu'on disait ça, on travaillait beaucoup par compensation. OK, on saccage tout, mais on compense par ailleurs et on va établir des équivalences. On envoie des avions dans le ciel, mais on plante des arbres. Bon, en même temps qu'on dit qu'on va léguer les choses telles qu'elles sont, on explique qu'on va léguer plutôt une adéquation. Bon. Mais il n'empêche, le principe de réalité rejoint tout ce monde-là aussi. Il y a deux symptômes là, qui se manifestent. Prenons un capitaliste aussi reptilien que l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon, par exemple, là, qui n'a pas de pensée politique. Là. Il est seulement une sorte de... Il est comme le degré zéro de la pensée. Ben, lui-même a dit, ben voilà, il faut réduire l'ampleur du parc automobile au Québec. Puis il parlait de proportions spectaculaires qui étaient moindres que celles avancées à Davos quelque temps auparavant. À savoir que là, un des objectifs au 21e siècle des sociétés, c'est d'avoir moins de bagnoles, d'avoir moins de voitures. C'est eux qui le disent. Eux, les marchands, les productivistes, les extractivistes, les capitalistes, qui comprennent qu'on n'est qu'une limite à ce qui est viable. Bon. L'autre exemple, c'est tout d'un coup la réindustrialisation à laquelle on assiste aux États-Unis depuis le premier mandat de Donald Trump, mais aussi dans la foulée celui de l'administration Biden, où là, on a compris que c'était peut-être pas une bonne idée de confier à Hong Kong ou à Taïwan plutôt, la fabrication des puces informatiques qui entretiennent le parc informatique mondial alors qu'il manque d'eau. On va déplacer les choses aux États-Unis, mais est-ce qu'il va y avoir de l'eau encore longtemps pour... Ils vont finir au Québec. Mais il y a beaucoup de choses qui vont finir au Québec, y compris l'armée, pour accéder à l'eau douce, quoi. Donc là, on sent bien qu'on est face à des industriels et à des financiers. On pourrait ajouter les compagnies d'assurance qui prennent la mesure des limites. Bon. Donc le capitalisme se restreint lui-même. Mais il se restreint lui-même. Il ne se restreint pas lui-même. Il comprend qu'il est restreint par la biophysique puis par la nature même du monde. On ne peut pas continuellement faire comme si on avait 3,5 planètes quand on en a une. Bon, voilà. Ils finissent par comprendre ça, enfin. Donc, il y a comme un capitalisme qui est altéré. Mais ça veut aussi dire que pour certains, ça en sera la fin. Et moi, je m'intéresse au capitalisme là, du point de vue de deux points de vue. Enfin, je m'intéresse au capitalisme là, quand il vient le temps d'en parler, la fin. Pas au sens de la finalité, de la destinée et des intérêts, là, mais de la fin au sens du terme, là, en fonction du statut de bénéficiaire relatif. Oublions les bénéficiaires absolus que sont les grands actionnaires, les dirigeants d'entreprise qui sont le 1%, là, dont on a beaucoup parlé, mais les bénéficiaires relatifs et leur capacité à maintenir leur position. Donc, les bénéficiaires relatifs, c'est toi et moi. Là. Soyons honnêtes. J'ai des bouquins derrière moi, toi, tu as des bouquins et des perceuses. Ça, c'est les bénéficiaires relatifs du capitalisme. On s'habille, on a bu du café ce matin. On a un petit accès au travail des autres, en fait, hein, et à rabais.
Bon, les fruits tropicaux, voilà, ainsi de suite. Donc, on a un rapport. Bon, eh bien, la fin du capitalisme marque la fin pour une certaine catégorie sociale de cet accès-là aux biens de consommation. Et j'insiste pour dire que pour 80% des gens de la planète, ça n'a jamais commencé. Le capitalisme n'a jamais commencé de ce point de vue-là. Il a été synonyme d'impérialisme, de violence, d'expropriation, de corruption, d'atteinte à la santé publique, de guerre. Bon, de guerre civile, de guerre de toutes sortes, bon, de viol. C'est tout ça le capitalisme. Bon. Puis nous, on est une espèce de frange de près 20%, surtout les Occidentaux, qui ont un petit gain par rapport à ce système-là, et qui sont souvent solidaires. C'est ça les colons, hein. Ils sont solidaires des décideurs, bon, mais tout en étant simplement, font des prolétaires avec de l'argent. Et il n'y a rien qui empêche que dans la contraction du capitalisme, puisqu'il prend la mesure de ses limites, qu'on ne passera pas de 20% à 15%, à 12%, à 9%. C'est ça, parce que le capitalisme s'impose des limites aujourd'hui, par exemple, parce qu'il se rend bien compte que ça ne marche plus. Mais en même temps, c'est pour limiter l'accès au capital Finalement, les disparités finissent par grandir parce que c'est juste certaines personnes qui vont pouvoir continuer à exploiter. Puis c'est là que tu vois le 20% dont on parle, la marge médiane là, de petits bénéficiaires. Ben, c'est là qu'elle se rapetisse. Puis, du jour au lendemain. On va être les derniers qui sont droppés finalement. Parce que... Et c'est quand on pense quand on change de catégorie, puis qu'on constate qu'on n'était que des prolétaires avec de l'argent, que la classe moyenne repose sur aucun rapport de force véritable, là, on a la leçon formidable de Charles Wright Mills, là, le fameux livre L'École blanche, qui commence dans le tapis. C'est un des livres de sociologie les plus stimulants que j'ai lus. C'est un texte qui commence vraiment dans une sorte d'intensité rhétorique incroyable qui maintient son pari sur des centaines de pages. Là. Bon, ce qu'on nous décrit, c'est la veulerie de la classe moyenne, son incapacité à développer quelque conscience de classe, son absence de rapport de force, son ignorance de ses propres conditions de possibilités historiques. Bon, le tableau est accablant pour ces classes moyennes, là, finalement, qui trouvent un peu leur pouvoir par hasard, qui oublient souvent leur propre lutte, qui sont les premiers à taper sur les syndicats dont ils ont tellement dépendu. Bon, ainsi de suite. Bon. Et donc, à voter pour ceux qui veulent leur promettre de tout leur enlever. Bon, c'est quand même, ça en est presque comique. Bon, et donc, on a cette situation-là. Oui, oui, c'est ça, c'est le syndrome de Stockholm. Donc, on a ces gens-là qui tout d'un coup se découvrent en situation de déréliction quand l'État manque à l'appel lorsque tout se met à aller mal. Là, on a eu quand même des petits chèques pendant l'épisode COVID, mais ça ne durera pas tout le temps. Puis il suffit qu'on soit dans une région où il y a des pluies de verglas, des incendies de forêt, des inondations, l'érosion des côtes, pour qu'on se rende compte que, quand on crève la gueule ouverte, l'État n'est pas là, puis dès qu'on n'a plus de rapport de force, le marché se fiche de nous. Puis toutes les grandes enseignes, elles n'ont rien à nous donner si ça va mal. Et de plus en plus, que ce soit Valence en Europe ou Clova au Québec ou ailleurs, on se découvre ici ou là en situation de déréliction, c'est-à-dire que le pouvoir politique et aussi privé dans les grandes enseignes nous abandonne. Et donc là, quand on est dans cette situation d'abandon, l'angoisse se transforme en force. C'est-à-dire que là, l'énergie de l'angoisse, plutôt que de chercher un objet de substitution, n'a pas le choix que de se donner des objets de pensée et des objets d'organisation véritables. Mais par objet, je n'entends pas la table, la chaise, le stylo, ce n'est pas un objet physique. Là. L'objet, c'est ça sur quoi la pensée porte. Et je préfère de plus en plus l'expression de dessin, D-E-S-S-E-I-N, le dessin, c'est-à-dire parce que du point de vue de la pensée politique, aujourd'hui, nous sommes pas mal tous des sans-dessins. Donc là, l'idée, c'est de se donner un dessin pour être capable de
faut mobiliser cette énergie psychique qui tourne à vide, qui est un peu cancérigène, la mobiliser en fonction d'un objet, d'un projet, d'une structure, d'une idée, d'un dessin qui va nous faire avancer. Et pour qu'il y ait dessin, il y a deux conditions. Il faut se montrer à la fois lucide et joyeux. C'est lucide, c'est-à-dire être capable d'avoir une idée qui soit à la hauteur des enjeux et qui soit adéquat à la conjoncture. Si vous parlez de développement durable ou de la femme voilée qui est le mal universel ou de ton zizi qui est l'objet d'une révolution ontologique, on risque de s'égarer tellement qu'on finit par revenir à l'angoisse. Ces objets-là ne sont pas satisfaisants. On est capable de se donner des objets qui sont en phase avec les difficultés du temps, avec les problèmes inouïs auxquels on fait face, mais qu'on est capable quand même de joie là-dedans. La joie, là, c'est pas TVA, c'est pas cette joie-là. C'est la joie, c'est le gai savoir de Nietzsche, c'est-à-dire un savoir qui nous fait avancer, qui nous fait agir, qui nous fait penser, qui nous donne envie de s'engager. À ce moment-là, on peut canaliser l'énergie de l'angoisse, faire quelque chose et, entre guillemets, sortir de l'angoisse. Mais sortir de l'angoisse, ça ne veut rien dire d'autre que mobiliser cette énergie à l'air libre puis à vide au service d'un dessin qui nous tire quelque part. Et je pense que la biorégion est une de ces possibilités-là, comme un type d'objet. On va y revenir un peu, mais par rapport à. Bon, parce que là, je pensais, j'ai mentionné Nordvolt, puis on parle du développement durable. Tu parles, tu dis des voitures au lithium au lieu des voitures au pétrole, mais tout environnementaliste rigoureux aujourd'hui va dire que non, genre, la production d'une batterie au lithium, de l'extraction à la vente, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, là, tu as des. Puis ce qui est drôle, c'est que ce discours-là se trouve dans la bouche des environnementalistes rigoureux qui ne veulent pas se lancer des fleurs trop facilement, mais aussi dans la bouche d'Éric Duhaime qui va dire que c'est pas bon, c'est pas vrai que c'est mieux que le pétrole, le lithium, tu sais. Mais lui va attaquer ça sous le front de dire on doit avoir la liberté de choisir un véhicule au pétrole si on veut. C'est une autre manière de l'approcher, il faut dire, mais par rapport aux dessins, notamment, tu dis des dessins, c'est des fins, des finalités, des objectifs, des objets. Si les deux ne sont pas bons, si le lithium et le pétrole ne sont pas bons, c'est là que les questions telles que faire arrivent. Parce que tu es pogné dans une espèce de cul-de-sac. Mais là, il n'y a ni un ni l'autre, ni. Mais dans le fond, la solution à ça, ce serait-tu de se trouver des nouvelles fins? Parce que comment qu'on va se rendre au travail si je n'ai pas de voiture? Mais c'est parce que c'est peut-être la conception de ces modes de vie-là qui sont à revoir, qui ont eux-mêmes des finalités, c'est-à-dire finalement la croissance du capital. Mais à revoir ces fins-là, on résout un peu l'aporie lithium-pétrole à quelque part. Oui, mais dans mon bouquin, là, Faire que, il y a trois parties qui sont évidemment qui s'emboîtent, mais qui sont assez distinctes, là, et c'est contenu dans leur ton. Il y a le premier chapitre qui porte sur l'inouï, puis ensuite le moment Faire que, quelque chose d'un peu oulipien, hein, c'est-à-dire que je me suis arrêté sur un fait d'étonnement, c'est qu'il y a énormément de textes dans notre histoire qui portent le titre Que faire? Donc, à commencer évidemment par le Que faire de Lénine. Et la question que faire, effectivement, elle est au cœur de l'angoisse. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle a évolué dans l'histoire. Il y a au 19e siècle, quand Nikolai Tchernyshevski, pour la première fois, posé la question que faire. Lui, c'était un écrivain révolutionnaire de gauche qui était en prison, qui a écrit en prison un roman sur les mœurs, qui avait un fort accent féministe, et qui mettait au cœur de son intrigue des protagonistes féminines qui révolutionnaient la vie de famille, les rapports matrimoniaux, les rapports au travail, les rapports à la société, à l'entraide, sur le plan simplement des mœurs. Il n'y avait pas de parti politique, il y avait jusqu'à Lénine, évidemment, qui était un grand admirateur de Tchernyshevski, puis qui a repris son titre pour son fameux
pamphlet Que faire. Mais peut-être chez Babeuf aussi, au moment de la Révolution française, qui avait écrit un Quoi faire qui n'est pas passé inaperçu sur la question de la fiscalité. On avait là des textes qui étaient galvanisants, qui étaient écrits, coiffés du titre Que faire, dans des moments révolutionnaires. Et se poser la question que faire, c'était déjà être à l'œuvre, c'était déjà agir, c'était déjà s'orienter, c'était déjà s'organiser, c'était déjà communiquer. C'était beaucoup de choses à la fois, là, le faire. Là. Puis il y avait toujours l'enjeu, l'espèce d'enjeu dialectique entre la spontanéité et la discipline. Est-ce qu'on agit n'importe quand, n'importe comment, en allant plus ou moins dans la même direction, ou est-ce qu'on se soumet à l'autorité d'un parti qui a des intellectuels compétents pour organiser le mouvement d'émancipation au-delà des structures un peu, enfin des structures existantes qui nous enferment dans certaines logiques stériles. C'est ça. Bon. Et puis, peu à peu, la question que faire, c'est délité, c'est appauvri, c'est amoindri, c'est affaibli. Et c'est devenu non pas que faire, mais au Québec, on aurait dit FAQE. FAQE. C'est Patrice Desbiens qui a intitulé un recueil de poésie ainsi. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et puis là, c'est devenu une question rhétorique, induisant l'impuissance. Hein? Qu'est-ce que je peux faire, moi? S'il vous plaît, dites-moi que je ne peux rien faire, petit citoyen enfermé dans son sous-sol qui regarde TVA, ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien, évidemment. Et je dirais qu'on est passé, on a posé la question en passant de la tonalité Lénine à celle de Calimero. On est passé au sort de l'accablement. Puis je me suis demandé là, pourquoi. Il y a cette question-là, puis il y a la question que faire aussi, étonnamment, autant elle revenait de manière récurrente dans les titres de livres, autant chez Cohn-Bendit que chez Jane Fonda, en passant par Cambadélis, le Parti socialiste français, puis Cohn-Bendit qui était complètement devenu libéral, jusqu'à l'extrême droite qui a eu ses Que faire, puis l'aile sociale catholique a écrit un Que faire préfacé par le pape François. Donc, il y a eu des Que faire qui ont pullulé. Et en même temps, aucun n'était capable de prendre la question d'une manière si stimulante qu'elle pouvait générer du mouvement social. Mais la question Que faire, enfin, autant elle s'est en quelque sorte déclinée, puis autant elle a dérivé, puis elle s'est ramifiée dans toutes sortes de courants, et autant on la retrouve dans toutes les conclusions de tous les livres, le nombre de livres qui se terminent par la question Que faire, Hélène Torchman, d'autres combien, ont montré que cette question elle était partout, mais elle suscitait l'impuissance ou elle traduisait l'impuissance. Puis en même temps, on a eu de plus en plus de gens qui se sont mis à questionner la question. Est-ce que faire est une bonne question ou est-ce que c'est pas insignifiant qui nous gêne? Non, on peut partir de Derrida, on peut partir de Nancy, comment s'appelle-t-elle? Isabelle Stengers, Vincent de Victor, des écologistes là, dans philosophie là, qui ont comme ça se dire non, la question Que faire, posez-nous-la pas, elle est trop programmatique, elle engage sur elle a quelque chose de léniniste qui était accablant, elle appelle des réponses toutes faites. Puis moi, je me suis intéressé, je ne sais pas si ça t'intéresse que j'y revienne, mais à la question grammaticale. Là, ouais. Quand on se pose la question Que faire, ben, le Que est un pronom interrogatif qui appelle tout de suite un complément d'objet direct, donne une réponse, puis le sujet de la question prend toute la place. Hein. La personne qui pose la question Que faire s'attend à ce qu'on lui demande de répondre à la place des autres. Bon, et puis de débiter tout un programme, et ça crée ce qu'on a eu, c'est-à-dire un organon politique extrêmement rigide et autoritaire, qui est le texte de Lénine du début du 20e siècle, le Que faire, qui est passionnant, cela dit, si on se met à tout reformuler sous une forme interrogative, parce qu'il couvre à peu près tous les aspects de la pensée et de l'organisation politique. Donc, en cela, c'est un texte quand même instructif, mais qui a un côté aussi paradoxal, parce qu'en même temps qu'on veut faire, on se fait
poser la question que faire, puis là, la question que faire, elle nous arrête dans le faire parce qu'elle nous coupe dans notre élan, parce qu'elle a un point d'interrogation qui nous fait attendre au fond une directive, un ordre, hein, un programme. Bon. Alors que l'expression faire que, qui m'a semblé préférable après avoir lu Stengers, Nancy et compagnie qui critiquaient la question, hein, c'était de dire, au fond, quand on pose la question, quand on reformule, on inverse les termes de la question, puis on ajoute un point d'exclamation, faire que se compose tout autrement parce que le que devient une conjonction de subordination qui appelle le mode subjonctif, qui est le mode des aspirations. Donc, qui est le mode des espoirs, qui est le mode des projections, et qui est le mode aussi de la démultiplication des sujets. Faites faire que, ça ne suppose pas que la personne qui dit ça se place au centre. Et les sujets, là, ça peut même être les espèces vivantes qui ne soient pas strictement humaines. Et faire que quelque chose advienne tel que cela doit advenir, hein, ben, c'est penser les conditions de possibilité de ce qui est souhaitable. Bon, et je le fais en même temps dans un réel désespoir politique, dans le sens où force est de constater qu'il n'y a aucun appétit chez nos concitoyennes et concitoyens pour la décroissance, pour une réforme de notre mode de vie. Et ça, c'est le principal problème de l'Occident, c'est d'avoir fait de notre mode de vie à gauche comme à droite, c'est-à-dire de la social-démocratie à la droite la plus extrême, en passant par la droite traditionnelle puis les libéraux bon ton, d'avoir fait de notre mode de vie un dû. C'est un dû. Je dois pouvoir avoir une maison immense dans laquelle 2 personnes peuvent se partager 4 étages, hein, et chauffer ça l'hiver avec une piscine creusée, puis un voyage aux Bahamas, puis une résidence secondaire, puis 2 voitures. Et ça, c'est un dû. Hein. Et si on doit régresser quant à ce statut-là, on est en situation de victime. On crie à l'injustice. Et évidemment qu'on n'a pas les moyens, les moyens physiques et biophysiques de se permettre cela. Hein. Et si on n'est pas capable de penser ça, ben on court à la catastrophe. Et l'objet, le dessin que j'ai fini par proposer, prend en compte cet échec sociologique et culturel. Hein, je ne pense pas qu'un parti politique pourra demain matin gagner des élections en disant on divise les avoirs de tout le monde par 10. Hein, qu'il y aura une voiture par 10 ménages. Il y aura une machine. De repenser nos fins un peu, là, parce que c'est juste pas. Puis, tu sais, ça viendra sans doute peut-être avec des sacrifices, mais en tout cas, c'est ça, en tout cas, c'est pas non plus un retour en arrière ou whatever, mais je veux qu'on en parle quand on parle de la biorégion. Mais je veux rester sur la question de faire que, parce que je veux qu'on comprenne cette idée-là parce que puis tu renverses la question, bon, faire que faire à faire que. Tu écris dans le livre « Penser ce qui vient, c'est reconnaître qu'on ne connaît pas ce qui va venir. » Rien de désespérant là. Alors que faire, changer de question, quitter la position stationnaire et contemplative qu'elle suppose et considérer sa contradiction fondamentale. Demander que faire, c'est déjà faire. C'est déjà muter par-delà les possibles déjà repérés. Fin de citation. Souvent, moi, quand je parle avec des amis de cette île, que j'ai encore beaucoup de contacts, puis bien d'autres mondes, à vrai dire, là, mais on me reproche toujours le fait que je fasse rien de concret, que je travaille juste avec des idées, que tout ça, c'est juste des mots, que ça manque de tangible, tu sais, que, comme on dit, que les babines ne suivent pas les bottines. Tu sais. Or, je réponds toujours que finalement, penser, c'est pas rien faire. C'est déjà faire quelque chose. Puis questionner, critiquer, c'est déjà plus faire quelque chose que de se complaire en disant que ben, c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien manquer aller retourner travailler. Finalement, se complaire dans le médiocre. Finalement, quand tu dis faire que au lieu de que faire, c'est ça que tu essaies de dire, à savoir que quand ça va mal, cessons de se demander quoi faire, puis faisons quelque chose, faisons n'importe quoi, mais faisons autre chose. C'est pas parce qu'on ne descend pas dans la rue tous les jours qu'on ne fait rien.
J'avais été marqué par une phrase que j'ai souvent citée, là, qui était dite comme ça à la volée, là, dans une sorte d'improvisation dont son auteur avait le secret, là, qui est un philosophe assez méconnu malheureusement de France, qui est Patrice Leroux, là, qui avait dit à un moment donné, c'était un philosophe de la fulgurance, lui, c'est-à-dire qu'il nous lançait sur toutes sortes de pistes, puis il nous laissait un petit peu en plan, quoi. Puis après ça, c'était à nous de nous débrouiller, puis c'était un philosophe de l'oralité, enfin, qui est toujours en vie, là, mais qui a réalisé l'essentiel de son œuvre déjà. Et lui, il disait, une politique de gauche est une politique qui ne sait pas où elle va. Bon. Évidemment, ce ne sera pas une bonne idée pour un parti de gauche de choisir cette phrase-là comme slogan électoral. Mais pourtant, c'est stimulant parce que là, on sait qu'on est confronté à des limites, puis notre système coûte cher parce qu'il faut financer des millionnaires. Il y en a qui trouvent ça pénible, payer des impôts, mais créer des millionnaires puis des milliardaires, ça coûte encore plus cher. C'est-à-dire qu'à chaque activité qui nous échoit, que ce soit produire ou consommer, il faut qu'il y ait une part de bénéfices qui servent à créer le milliardaire. Donc, c'est fou l'énergie qu'on met à créer du milliardaire. Rien à voir avec l'impôt sur le revenu là, qui permet à une population de se donner une petite cagnotte qu'on espère ne pas trop aller vers des futilités. Bon. Donc on est dans cette dans ce cadre-là, quoi, où la pensée, je veux dire, si elle ne se ressaisit pas, elle devient simplement un calque de l'idéologie. C'est-à-dire que ce qui est très gênant dans cette opposition entre penser et faire, c'est que d'abord, elle est très philosophique, cette opposition-là. Ceux-là même qui la défendent font de la philo en disant, arrête de penser, agis, et on ne va pas juste parler, on va faire. En distinguant penser et faire, on fait de la philo. On n'est pas dans le faire pendant qu'on dit ça. Mais c'est de la très mauvaise philo. Enfin, c'est ce qui s'appelle de l'idéologie. C'est un discours d'intérêt parce qu'effectivement, sans que ce soit nécessairement concerté de manière complotiste, d'une manière entendue, les puissances ont intérêt à ce qu'on considère que faire, c'est faire ce qu'on nous demande de faire et que de penser, c'est penser la directive qu'on applique en faisant comme il faut faire. Et il y a toutes sortes d'expressions sur le faire qui sont très gênantes, comme faire les choses comme il faut. C'est qui est-ce qui dit qu'il faut les faire ainsi si on ne le questionne pas. Mais en tous les cas, faire, c'est toujours penser. En fait, on fait toujours en fonction d'une pensée. Il n'y a personne qui se lève le matin en faisant sans qu'il y ait une pensée qui soit associée au faire. Et puis d'ailleurs, dès qu'il faut un petit peu expliciter ça pourquoi on fait ce qu'on fait, que ce soit dans un taxi ou au café ou avec ses enfants ou ses voisins, on va dire, il faut ce qu'il faut bien gagner sa vie, on n'a pas le choix, il faut travailler. Il y a toujours une sorte de petite raison qu'on se donne qui est idéologique. Et on voit la personne qui pense que ce qu'elle fait, c'est seulement questionner l'argumentaire qui justifie ce qu'on fait. Bon, mais on fait toujours en fonction d'un texte, d'un sous-texte. Puis bon, moi, comme enseignant en philosophie, j'essaie seulement auprès de mes étudiantes et mes étudiants de débusquer cette ritournelle, ce petit refrain, ce texte, ce sous-texte qui est sous-jacent au faire idéologique et qui vise au fond à nous faire marcher au pas en fonction des intérêts des pouvoirs constitués, qui sont des pouvoirs à la fois privés et publics. Bon. Et donc, cette distinction-là n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, si elle s'observait chez certains, on serait en situation de psychose. Il y a quelqu'un qui fait sans agir, sans penser, c'est un psychotique qui se permet tout, qui se laisse libre quoi, toutes ses impulsions et qui ne structure rien. Bon, donc c'est ça la psychose. Donc c'est problématique. Donc, effectivement, faire, c'est déjà agir. Et en tout cas, c'est déjà mobiliser l'action. Et ce qui nous manque, c'est un dessin. Penser, c'est déjà faire. Oui, mais ça participe d'un même mouvement parce que si tout d'un coup on décide de créer un petit potager chez soi, si on décide d'avoir des poules, si on décide de parler à ses voisins puis de se concerter sur un certain nombre de choses qui concernent l'organisation d'un quartier, on procède à la fois de la pensée et du faire. Mais c'est complètement aberrant qu'on soit même en train d'en parler parce que c'est tellement évident.
Ouais, c'est vrai. Ben, écoute, je vais finir avec le faire que, puis on va parler un peu de la biorégion, là, mais Mhm. pour clore cette deuxième partie-là, si tu veux, puis corrige-moi si je me trompe, mais bon, ce qu'il faut comprendre avec ce faire que, c'est que penser, finalement, être critique, parler, remettre en question le discours, les discours dominants, aussi remettre en question nos modes de vie, c'est faire quelque chose. À la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon petit quotidien? Ben, questionner ce quotidien-là, c'est un point de départ. Parler, penser, échanger avec des amis, accepter la discussion politique à la table, peut-être à Noël qui s'en vient, tout en restant poli et respectueux. Là. On ne va pas se mettre nos parents à dos, nos proches à dos. Mais c'est questionner, c'est faire qu'on reste ouvert à ce que ce monde-là, inouï finalement, puis si attristant, si on ne le refoule pas, mais c'est rester ouvert à ce qui peut changer finalement. Euh, Penses-tu que ça fait le tour de la question de Ben, que faire? j'ajouterais que si on veut faire œuvre, puis on veut que penser participe d'une action historique au sens où elle se vérifie dans des effets, dans des transformations, des changements. Je pense qu'on est bien avisé de se voir à ce stade, je vais utiliser un gros mot là, dans l'histoire de la gauche, mais comme des avant-gardes, comme une avant-garde. Et si on se pense en se considérant qu'on fait œuvre avant-gardiste, ben, on agit très certainement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement non plus dans des artifices de pure forme où on se gargarise de mots, et ainsi de suite, là. Euh, et moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est de la façon la plus lucide possible de considérer que le poids de l'idéologie, du marketing, du discours bien pensant du monde enfin, néolibéral avec la doctrine capitaliste qui est totalement ancrée et qui n'est pas plus facile à comprendre que d'autres, mais qui a tellement été répétée qu'elle devient au fond le refrain. Hein, et la prière du régime, hein, dire le client a toujours raison, il faut être compétitif, il faut être concurrentiel, voilà, bon. Euh, donc, toute cette construction historique est tellement puissante que je n'imagine pas volontairement une majorité de gens aujourd'hui la remettre en cause comme ça. Je ne sais pas à partir de quel signal pour vouloir penser, organiser tout autre chose. Je crois qu'il faudra encore plus de chocs, qu'il faudra encore plus de limites au sens du réel en psychanalyse qui nous saute au visage et qui nous fait mal dans notre chair. Il faudra encore plus d'éléments spectaculaires pour qu'on commence à faire des liens. Et ce qui me fait le plus craindre dans une perspective comme celle-là, avec d'autres, hein, c'est que la panique, le désarroi, la peur, le trouble dans lequel on risque de plonger au fur et à mesure qu'il y aura ben, à la fois des chocs météorologiques, des catastrophes, hein, telles que des incendies de forêt, des ouragans, mais aussi des bris dans l'approvisionnement, hein, dire des Tim Hortons qui sont obligés de fermer, des Canadian Tire qui sont vides, des dépanneurs privés de bière et autres catastrophes inouïes. Bon, lorsqu'on sera confronté au réel comme ça, là, hein, ce que je souhaite, et c'est moi la seule chose à laquelle je travaille pour l'heure d'une manière lucide, j'espère, c'est à favoriser une avant-garde pour qu'à ce moment-là, des gens sachent parler le discours de la solidarité, de l'entraide, hein, et de la démocratie sur un plan direct, en pensant les circuits courts, en pensant l'agencement des puissances, des talents, des compétences, des atouts, hein, au regard des besoins, des urgences, des aspirations qu'on soit capable d'organiser. Sinon, on sera dans une situation qui est favorable au fascisme, à l'essor des petits chefs, quoi. Et donc, penser, en tant que penser, c'est faire, c'est déjà préparer le terrain. Et ça peut déjà se faire sur un mode expérimental, à petite échelle, avec des petites structures, avec des agencements, avec de l'entre-gens. On peut déjà commencer à le penser et à faire tout de suite. Hein? Et ce qui est intéressant avec ce sur quoi débouche le faire que, c'est un dessin qui peut être bio-régional, mais qui peut être aussi d'une autre nature. Là, j'insiste pas, c'est un exemple. Hein, c'est de considérer qu'on peut agir tout de suite. Et j'ai terminé ce grand bloc
du faire que, là, dans le deuxième bloc d'aphorismes là, dans le texte, par un, un cri du cœur de la philosophie euh, euh, Barbara Stigler, qui dit arrêtons de se poser la question que faire sur un mode léniniste, au sens où une grande organisation, au moment venu, quand il y aura le kairos, va savoir profiter d'un vide dans l'histoire pour produire un changement tellement radical qu'on sera passé révolutionnairement à toute autre chose et qu'on aura avalé les formes anciennes dans les nouvelles. Mais arrêtons, ces schèmes-là nous polluent l'esprit et agissons simplement là où nous sommes. Quant à ce que nous pouvons faire, avec des amis surtout, parce que c'est important que la politique se fasse entre amis. On n'a pas à faire ça avec n'importe qui prétendument penserait comme nous, même si on n'est pas capable de se saquer. Il y a des modalités pour penser une action qui sont plus intense, puis d'autres qui sont plus intermédiaires, bon, avec des médiations si on s'entend moins bien, puis il faut prendre soin des uns et des autres en fonction des inimitiés aussi. C'est quelque chose qu'il faut politiser aussi. Donc, il y a beaucoup de... Il y a toute une perspective qui s'ouvre. C'est ça, là, on va ouvrir vers la biorégion pour terminer. D'abord, la biorégion, bon, là, je pourrais se poser la question, c'est quoi? Pour tout de suite fermer la porte sur les scénarios catastrophes hollywoodiens, là, bien qu'on est dans un scénario catastrophe, mais qui n'est pas hollywoodien, qui est plutôt très réaliste. On peut dire, en tout cas, c'est un peu prendre la question par le mauvais bord, mais on peut dire qu'est-ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un repli sur soi. Elle n'est pas un retour à la terre. Elle n'est pas un retour à l'âge de pierre, puis aux arcs à flèches, je sais trop. La biorégion, c'est un changement d'échelle, puis elle est universelle, tu as déjà dit. Mais encore, peux-tu expliquer d'où vient l'idée de la biorégion, puis surtout, qu'est-ce que toi t'en fais, parce que c'est une approche un peu différente que oui. d'où Oui, j'ai essayé le plus possible d'intégrer la biorégion dans une perspective historique et politique, mais qu'elle ne soit pas un fantasme, une utopie impossible, un peu vague, comme ça, qu'on peut en cultiver mentalement et à laquelle on peut s'essayer de manière parcellaire ici ou là. J'ai surtout voulu partir de cette notion qui a 50 ans, qu'on doit à Allen Van Newkirk, qui est un États-Unien du Michigan qui vivait en Nouvelle-Écosse, à Heatherton, non loin d'Antigonish, au centre de l'Écosse, et qui avait là développé cette notion de biorégion qui faisait suite à la notion de région biotique, qui elle-même n'était pas étrangère à des mouvements comme le retour à la Terre, ainsi de suite, et puis aussi à l'écologisme libertaire, puis à toutes sortes de mouvements bon, qui se retrouvaient finalement non seulement synthétisés dans cette notion-là, mais augmentés d'une considération écologique forte et politique au fond. Et il s'agissait de voir... de considérer les frontières d'une région d'une manière, disait Van Newkirk, non arbitraire. C'est-à-dire cesser de plaquer des frontières sur des territoires en fonction d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les dynamiques de ces territoires-là, mais de penser les frontières en fonction d'une synergie propre au lieu, quand on considère les bassins versants, la morphologie, la géographie, la flore, la faune, le climat, le territoire, ainsi de suite. Le littoral, les plateaux, les forêts, ainsi de suite. Puis on considère que la région, elle est grosso modo, un peu floue, mais pas trop, dynamisée d'une certaine façon et que la vie sociale doit en tenir compte de manière centrale pour se manifester. Et que la politique, c'est d'abord ça. Puis ça suppose... Et là, ensuite, on a eu en Californie, aux antipodes du continent, des scientifiques et artistes et politiques autour de Peterberg et de Raymond Assmann, qui se sont essayés ou peut-être au seul projet biorégional qui a vraiment été documenté, là, qui était au nord de la Californie, dans une sorte de grand scrapbook, là, dans un grand fanzine là, qui s'appelle Re-Inhabiting Northern California.
Et puis, c'était un projet nommément biorégional où là, on collige des témoignages de sages autochtone, hein, une médecin, hein, sans le titre officiel, là, qui guérit tout le monde, des expériences en théâtre, en économie, en agriculture, dans une diplomatie interbiorégionale, dans un rapport comme ça à l'organisation interne, vivant au sol, bon, avec beaucoup de témoignages, des poèmes, ainsi de suite. Donc, on a ce témoignage-là. Puis en Europe, là, en France, on a eu un renouveau de la pensée biorégionale grâce à la maison d'édition Wild Project, Marin Schaffner notamment, puis Mathias Rouleau, là, qui sont au cœur de ça. Puis en Italie, on a pensé la biorégion aussi en lien beaucoup plus avec les villes. On a intégré la ville à la réflexion. Bon. Et il s'agit à chaque fois de penser effectivement, mais là, moi, je vais en parler dans mes termes parce qu'il y a vraiment à boire et à manger, puis il y a des textes comme ça. Une fois qu'on a compris ces paramètres-là, c'est-à-dire que la biorégion, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée de la politique à l'échelle régionale qui nous amène à inscrire la politique dans le vivant. J'ai tendance à résumer la chose en disant que dans l'optique biorégionale, l'expression géopolitique suppose que le préfixe géo soit aussi important que le radical politique, puis qu'on soit donc au fond amené à penser politique dans le vivant. Ben, qu'il faut au fond penser tout ça et se le dire. Oui, par rapport à certains critères. D'abord, il me semble évident aujourd'hui que la biorégion sera une réponse à un impératif. Et que ce n'est pas une option à la carte du grand restaurant électoral où on se demande ce qu'on va manger pendant 4 ans. Ce n'est pas juste une option comme ça parmi d'autres, mais c'est un impératif, à savoir qu'il y aura tôt ou tard une contraction de la géopolitique allant de la mondialisation à la région. Et cette contraction-là pourrait être brutale, comme à Clova, comme à Valence et comme ailleurs, quand tout d'un coup, il y a des chocs. Tout d'un coup, on se découvre laissé à nous-mêmes. On découvre deux choses. D'abord, on est interdépendant là où nous nous trouvons. Hein, on n'est plus interdépendant avec des Sud-Africains ou des Taïwanais ou des Californiens qui produisent quelque chose. On est dépendant entre nous. Là, tout d'un coup, l'échelle change. Et on a intérêt à un petit peu s'entendre parce que la solidarité sera de rigueur si on veut un peu s'en sortir. Bon. L'autre constat porte sur la déréliction. Le rapport au lieu. Le lieu qu'on occupe, on a intérêt à le soigner. On a intérêt à en faire autre chose qu'une région ressource, comme disait l'autre insignifiant qui a été premier ministre du Québec un temps. Là. C'est pas le lieu qu'on habite, là, maintenant, on ne pourra plus juste l'exploiter pour envoyer en masse ce qu'on appelle des richesses naturelles ou des ressources, pour espérer avoir en contrepartie un pouvoir d'achat, que ce soit sous la forme d'un petit capital ou d'un salaire, pour pouvoir ensuite faire ses emplettes dans des grandes enseignes qui font subir le même sort à tout le monde dans le monde. À un moment donné, cet espace-là, il faudra le chérir parce qu'on en dépendra. Donc, il faudra entre soi organiser des liens, puis il faudra organiser un rapport aussi adéquat avec le lieu qu'on occupe parce qu'on va considérer en dépendre. Et on va considérer aussi qu'on l'a ravagé pas mal en participant comme ça au jeu du capitalisme mondialisé. Et à ce moment-là, on a une raison, un dessein pour s'opposer aux foreuses, s'opposer à l'agriculture, à l'agro-industrie, pour s'opposer à toutes les formes d'exploitation massive. Bon. Et donc, la biorégion va naître de cette conjoncture-là. C'est si on a la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, de se situer là au moment où il y aura des chocs, on pourra mieux s'en sortir. Aujourd'hui, à Clova, au Québec, la fameuse région que François Legault a concédée aux flammes lors des incendies de forêt il y a quelques saisons, là, on comprend qu'on est laissé à soi-même, puis on est dans une conjoncture propice pour générer de l'entraide, de l'entre-genre, de la solidarité par rapport à un lieu qui n'existe que pour nous-mêmes. Bon. Donc, c'est ça la biorégion. Effectivement, la biorégion, elle est en cela impératif, elle répond à un impératif, puis et puis comme tu le rappelais, elle suppose un rapport à la science et à la sapience qui nous amène à regarder en avant.
C'est sûr que lorsqu'on est laissé à nous-mêmes et qu'on n'a plus accès aux produits de consommation de masse, qu'il va falloir revenir à des savoirs oubliés. Mais ça, c'est seulement en phase avec une critique de la marchandisation et du consumérisme d'André Gortz, déjà dans les années 70, qui disait la marchandise rend incapacitant. Elle est incapacitante, hein, c'est-à-dire qu'elle nous fait perdre des compétences de base. On ne sait plus réparer, on ne sait plus soigner, on ne sait plus se parler, on ne sait plus s'orienter, on ne sait plus parce qu'on est pris en charge par des prothèses qui nous rendent débiles. Donc là, il va falloir recouvrer un certain nombre de savoir-faire, mais qui étaient strictement de l'ordre des aptitudes d'un humain un petit peu socialisé d'il y a 100 ans. Mais sans pour autant revenir à, quoi. Non, c'est ça. C'est pas revenir en arrière. Tu sais, c'est assez rétrograde que de faire de la marchandise qui est destinée à briser. C'est pas rétrograde, c'est complètement stupide. Ça n'a aucun bon sens. Donc, de réapprendre des choses qui existaient avant, c'est pas un retour en arrière. On était peut-être... on avance, en fait, en faisant ça. Mais c'est un rattrapage. On est inepte. Puis ce qu'il faut voir, c'est que, bon, il y a, je dirais, deux acquis. Il y a, en tout cas, un acquis très certainement, c'est qu'il y a un rattrapage à faire, donc d'une part, donc c'est-à-dire qu'il faut retrouver des savoir-faire qui ont lieu d'être et qui n'auraient jamais dû être perdus. Bon, il y a un rattrapage. D'autre part, nous aurons quand même donné des machines, des objets comme ça qui peuvent encore, bon an, mal an, fonctionner. On n'est pas obligé d'avoir l'électricité 24 heures par jour, mais on peut l'avoir 2 heures par jour. Bon, il y a lieu de faire fonctionner les choses pendant ce temps-là, il y a lieu de les réparer puis de les jeter, ainsi de suite. Et puis, il y aura aussi de l'inventivité. La science et la sapience vont nous amener à développer des savoirs, des compétences qui sont meilleures que celles de nos ancêtres. Donc, ceux de nos ancêtres. Par exemple, l'agriculture, comme on l'a pratiquée au 18e siècle, n'a rien à voir avec ce qu'on sait faire aujourd'hui en permaculture. Bon, aujourd'hui aussi, l'architecture sait penser des habitats en paille compressée. Bon, c'est toujours les exemples que je donne, mais il y en a d'autres. On sait faire notamment la médecine à partir des plantes est plus avancée qu'il y a 100 ans. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est capable à la fois de recouvrer et de créer, de produire. Et donc, on est dans une avancée, puis il y a toute la filière du low-tech qui se pose à produire, contrairement au high-tech, des objets à partir de matériaux qui sont près de chez soi, recyclables, renouvelables, réparables, hein, et qui permettent de bien s'en sortir, même si c'est plus de travail. Mais tout ça sera plus significatif. C'est du moment où vous êtes plus responsable, vous travaillez moins pour la grande industrie, voire plus du tout, puis vous êtes autonome sur une base régionale avec de l'entre-gens, il y a de fortes chances, comme le suggérait Émile Durkheim, que vous vous suicidiez moins. Dans un sens symbolique ou dans un sens réel, qu'on soit moins, au fond, dépressif, parce que tout d'un coup, ce qu'on fait a du sens, parce que cette chose-là est gratifiante, puis elle appartient aussi à une dynamique régionale qui ne fait pas de soi un simple numéro. Tu écris dans cet épais au sujet de la biorégion. Dans cet épais millefeuille, la biorégion marque un acte de résistance de la part de peuples régionaux qui entendent reconquérir leurs droits, se donner une souveraineté alimentaire, une autonomie énergétique et une liberté intellectuelle. Agonistique, la biorégion, pour s'imposer, est nécessairement l'œuvre de sujets déterminés à transformer des relations de survie érigées par une nécessité historique en une forme d'organisation pérenne. Je donne souvent l'exemple de la ville de Clova, qui, pour expliquer rapidement, c'était dans les incendies de forêt en 2023. Clova, qui est une ville dans le nord du Québec, Legault avait tout simplement dit on ne peut plus rien faire pour vous autres, organisez-vous. C'est quand même allez-vous-en. Un appel à la révolution. C'est ce qu'il avait dit, c'est allez-vous-en, en fait, puis laissez votre village allez-vous-en, organisez-vous. Finalement, sinon brûlé. C'est là qu'on voit quand même que l'abandon ordonné par l'État quant à ces sujets, de là émerge une opportunité de liberté. Parce que c'est finalement du moment que l'État, puis toute sa caste de bourgeois qui admet qu'elle n'en a rien à cirer finalement du sort de ces sujets,
des citoyens. Je veux dire, à cette île, il y a 2-3 ans, les forêts brûlaient aussi. Puis c'est ni l'Iron Ore Company puis l'aluminerie Alouette qui, pourtant, les citoyens ont tant d'admiration pour ces deux entreprises-là qui ont la générosité de leur offrir des salaires. Mais ce n'est pas eux qui sont venus éteindre les feux. À vrai dire, c'est Iron Ore Company qui a appelé l'armée parce que c'était leur tract de chemin de fer qui lie à Labrador City à cette île qui était en danger. C'est juste pour ça qu'on a envoyé. C'était pas pour. Après ça, ils ont dit au monde, allez-vous-en, mais c'était pour protéger le minerai qui descendait. On voit bien, en fait, finalement, c'est qui sert l'État quand vient une situation d'urgence. Donc, n'est-ce pas finalement, quand l'État admet qu'il ne doit absolument rien, ni même un droit à la protection de la vie, que la liberté de la biorégion émerge? La biorégion est-elle intrinsèquement en dehors de la loi? Ah, beaucoup de bonnes questions. D'abord, la notion de biorégion n'est pas hégélienne. Je le dirais comme ça, là, au sens où elle n'est pas non plus marxiste au sens du mouvement de l'histoire que Marx pouvait imaginer là où il était le plus hegelien lui-même. C'est-à-dire cette idée qu'il va y avoir un mouvement historique faisant que des structures caduques et révolues se trouvent avalées par des nouvelles qui les digèrent et les comprennent en leur sein et en font autre chose. J'entends la biorégion comme un pouvoir autonome, constitué par la force des choses, étant donné une contingence historique impérative, qui se trouve en fait en situation de résistance envers d'autres paliers qui sont là soit de pure forme ou soit sous une forme intrusive. J'entends effectivement les grandes entreprises extractivistes, par exemple. Et c'est là où la biorégion peut devenir agonistique. Agonistique, c'est-à-dire qu'elle appelle celles et ceux qui en font partie à se battre pour son maintien. Mais c'est beaucoup plus intéressant de penser comme ça que de simplement être opposé à, parce que là, aujourd'hui, la politique, elle se pense toujours de manière antinomique ou privative. Le nombre d'appellations politiques qui commencent par anti, a, ex, d, c'est tous ces préfixes qui consistent à dire ce qu'on n'est pas. Là. Et donc là, l'idée, c'est de poser le cadre biorégional d'abord en disant, d'une part, on se découvre pris entre nous parce qu'on nous a laissés à nous-mêmes. Et au fond, c'est peut-être la position politique la plus universelle, parce que la politique, c'est souvent pensé comme ça. Et puis, on est lié à un territoire qu'on a intérêt à préserver puis à soigner, parce que nous sommes ce territoire-là. Enfin, nous en faisons intrinsèquement partie. Bon, et en ayant en tête cette conception-là des choses, toute forme intrusive, des foreuses, des machines polluantes, des pratiques dévastatrices et expropriatrices ou spoliatrices, sont considérées comme adversaires, voire ennemis. Et donc, on va résister à ces formes-là, puis on va créer un pôle qui va donc être dans un millefeuille institutionnel, comme la politique s'est souvent pensée dans l'histoire, même aujourd'hui, au-delà des États puis de leurs différents paliers de gouvernement qu'on connaît, il va y avoir la mafia, il va y avoir les banques, il va y avoir la grande industrie, des multinationales, ainsi de suite. C'est des différents paliers de pouvoir, ça. Bon. Et effectivement, il y a des accointances entre les uns et les autres ou des rivalités. Ça peut varier. Est-ce que la biorégion naît de rien? Comme tout pouvoir, oui. Là, je renvoie à la critique de la violence de Walter Benjamin, donc un livre formidable sur la fondation d'un État. Et tout État ou toute structure politique naît dans l'illégalité. De toute façon, pensez-vous qu'il y avait quelques droits conférés à ceux qui ont créé le Canada au moment où on l'a créé? On l'a créé dans une loi qui était autoréférentielle. On l'a créé de manière violente, arbitraire, brutale, soudaine. Et après ça, on a écrit une loi qui justifiait l'acte de violence initial qui était justifié par rien. C'est ce qui fait dire à Benjamin, plus tard à Derrida qui l'a commenté, qu'effectivement, la fondation d'un État est toujours illégale. Bon, et la raison pour laquelle les États sont souvent paranoïaques, c'est qu'ils redoutent la violence
qui pourrait les renverser, qui est précisément celle à laquelle ils doivent leur présence. Donc, il y a un rapport comme ça. Donc là, l'idée, ce serait de s'autoriser de soi-même pour créer un palier autonome qui consiste à penser la nécessaire articulation de son activité sociale aux logiques et à la biologie d'un territoire, à la synergie d'un territoire, en partir de trois pôles. D'abord, la science et la sapience, de comprendre là où on est. La sapience est le savoir humble de gens qui habitent et qui comprennent souvent mieux que les scientifiques officiels ce qu'il en est. Des vents, des saisons, des cycles, la Terre, de toutes sortes de choses, des rapports sociaux. Bon. Il y a ensuite, évidemment, la politique, l'organisation, les communs, comment on pense les communs, comment on pense l'agencement, comment on pense la participation, Puis au centre de ça, il y a les récits, les discours, la culture, les contes, la narration. Et j'aime beaucoup, c'est pour ça que Frère Cœur est étonnamment happy end. C'est-à-dire que par l'esthétique, on arrive à reconfigurer l'ordre du monde. On ne fait pas simplement sensibiliser, ainsi de suite, c'est pas ça. On travaille au contraire à redécouper, à réagencer, à remettre en perspective, à dissocier ce qui était artificiellement associé, à associer ce qui était artificiellement dissocié, puis ainsi de suite. On recompose. Et l'esthétique sera nécessaire pour nous donner finalement, en fait, ce qui nous manque quand on est à l'ère de l'inouï, c'est-à-dire un pendant. Comme on n'a pas de pendant historique, il faudra que la fiction supplée au manque de référents historiques sur le plan fictionnel, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan des récits. Et ça, c'est commencé. Il y a des artistes puis des écrivains qui fournissent ces références imaginaires qui nous permettent d'avancer à l'ère de l'inouï. Ouais, ça fait, ça fait penser à... Il y avait Gaston Miron qui parlait de l'œuvre de Pierre Perrault. Il disait il n'est pas question de créer un pays imaginaire, mais de créer l'imaginaire d'un pays. C'est ce qui est en jeu, clairement. Mais je te demandais, on se fait une question habile, est-elle intrinsèquement en dehors de la loi? Là, mais il y a un... Tout pouvoir, certes, émerge de l'illégalité, mais c'est la biorégion pour qu'elle advienne, puis comment qu'elle advient même, comme à Clova, par exemple, ou quand elle suppose des actions qu'on pourrait dire de braconnage, un peu de manière métaphorique, c'est-à-dire que oui, il va falloir, c'est agonistique, c'est résistant, donc c'est pas non plus d'appeler à la révolution comme on l'imagine, mais il y a des gestes, des petites actions qui sont... Puis, en dehors de la loi, ça ne veut pas dire à risquer la prison, mais ça veut dire quelque chose dont ce qui légifère n'opère pas là-dessus. On trouve, on déplie quelque chose, une nouvelle avenue qui n'était pas, qu'on n'utilise pas, qui n'est pas exploité. Il n'y a pas plus grand braconnage que l'agro-industrie. Il n'y a pas plus grand braconnage. C'est qu'en fait, là, on serait devant, je pense, quelque chose qui ferait reculer ce braconnage officiel-là, qui ne porte pas son nom, qui est déguisé en loi, au nom d'un rapport au territoire qu'on chérirait. Parce que si on dépend d'un territoire, OK, qu'on ne va pas tout dévaster au point de devenir dépourvu de toute faune, de toute flore en quelques saisons. Donc oui, il y a d'abord, en fonction de la biorégion, il y a en jeu un engagement qui, étant dans un millefeuille, a quelque chose de partiel aussi. Je vois bien entendu s'élaborer une diplomatie interbio-régionale. Et pourquoi pas aussi peut-être des structures confédérales
ou peut-être des États qui existeraient encore sur un plan ou un autre pour penser l'hydroélectricité, par exemple, qui ne va pas se penser, puisque les infrastructures existent, hein, qui ne va pas nécessairement se penser à l'échelle biorégionale. Je n'ai pas une conception hegelienne de la chose. Je pense simplement que dans une situation d'urgence, il y aura des gens qui apprendront à s'organiser pour être partiellement autonomes, ce qui va supposer une complexité assez grande avec d'autres rapports, d'autres paliers, d'autres réalités, des formes finalement de puissance qui seront parfois plus symboliques qu'autre chose, là, ou qui seront plus ingérante, hein, qu'autre chose. C'est très difficile. Moi, je n'ai pas envie de faire du pronostic. Évidemment, ça va se passer de 1000 façons différentes, sur plusieurs endroits, mais on sera dans quelque chose, en tout le moins, d'universel. C'est qu'en ayant vu Clova, en ayant vu Valence, en ayant vu la péninsule acadienne en 2017, en ayant vu cette île, en ayant vu un certain nombre de cas, ben, avant que ça nous arrive à soi, on va commencer à comprendre qu'on est en situation d'isolement potentiel, quoi. Et que les pouvoirs, je préfère parler des pouvoirs que strictement des États, les pouvoirs nous placent en situation de déréliction assez vite. Parce que déjà d'emblée, le pouvoir industriel ne s'enquiert de nous que si on a un pouvoir d'achat. Bon, déjà, il y a un vice à cette affaire-là parce qu'on a confié au capital et à la grande industrie des services essentiels auxquels on n'a droit que si on a un pouvoir d'achat. Et ça, c'est vrai pour énormément de domaines. Ensuite, l'État est là en dernière instance, quand ça va tellement mal, hein, qu'on est tellement sur le point là, de crever, puis on est tellement en situation d'impuissance qu'il a pitié de nous et qu'il mobilise ses ressources pour nous venir en aide. Mais bien sûr que la faillite est totale parce que cet État-là qui n'a jamais voulu imposer le capital à un taux satisfaisant, mais est en déficit permanent depuis des années, quoi, et donc est incapable de faire face à la musique. Donc, bien entendu qu'il n'aura pas les moyens du point de la sécurité, du point de vue du génie, du génie industriel, j'entends, du point de vue des effectifs pour venir en aide à tous ceux qui, dans la perspective de la crise climatique et la crise de la perte de biodiversité, auront besoin d'aide, quoi. Donc, il faudra s'en remettre à soi-même. Moi, j'essaie d'être le moins... de céder le moins possible à une lecture de type conservatrice en disant qu'on va tomber dans une logique de guerre civile où des petits chefs vont émerger de village en village et puis ça sera la pagaille. J'essaie de semer un discours favorisant une avant-garde pour qu'on soit capable de recourir aux parties supérieures du cerveau dans une situation comme celle-là, puis de penser l'entraide et la solidarité plutôt que la guerre civile. Je pense que ça finirait bien notre entretien. Favoriser la joie au lieu de la guerre. Je sais que tu t'intéresses à la question philosophique, là, mais dans tout ce dont on parle, il y a beaucoup de jeux. Il y a du jeu. La politique s'ouvre à un grand jeu. C'est là où les moments sont historiques. Le concept de biorégion puis de la manière dont il s'applique, toutes les notions d'habiter là, aussi, là, à la Heidegger, là, on retrouve les théories du jeu sont 100% applicables on peut les penser terriblement bien. Juste dans le fait que, tu sais, comme je définis le jeu, puis je prends ma définition de Jacques Henriot, mais qui parle d'un espace mesuré. Là. Oui. C'est la plus belle définition, je trouve, d'un jeu. Là, où, c'est aussi la définition d'habiter, selon moi. Puis c'est aussi... ben, je travaille avec l'imaginaire, l'imagination, c'est la poésie, c'est imaginer quelque chose, mais ça aussi, c'est de la mesure. L'imaginaire, c'est un espace qui est mesuré par l'imagination, qui n'imagine pas n'importe quoi. C'est en fonction de... Il y a un territoire, il y a une réalité qui nous advient, puis après ça, on l'appréhende, puis on la pense, mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas de la folie, c'est pas de la psychose. Puis comme un jeu aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut
C'est pour ça que je préfère l'approche dite autonome au terme d'anarchisme, dans le sens où l'autonomie, ça veut dire se donner ses propres lois. Tes propres normes. Oui, c'est ça, se donner par soi-même des règles, plutôt que d'être opposé aux règles de l'autre, quoi. C'est ce que c'est l'anarchie étymologiquement, là, tu sais, l'anarchie, là, être contre l'arché qui... Bon, bien sûr que l'un et l'autre vont ensemble, là, je veux dire, on peut les penser, on doit les penser ensemble. Bon. Mais ce qui est intéressant en dernière instance, c'est de penser l'autonomie, c'est-à-dire l'art de se donner des règles en y adhérant, quoi, en fait, en s'assurant que le plus grand nombre comprenne le sens des règles pour qu'on soit dans une éthique à la Spinoza, plutôt que dans une politique à la Hobbes, quoi. Bon, ça serait ça l'idée, quoi. Spinoza s'inscrit très bien dans tout ce qu'on dit là, depuis le début. Puis, non, mais c'est ça. Puis c'est qui d'autre qui est mieux pour établir des lois, un nomos, que nous-mêmes? Dans une communauté. Puis tu as mentionné rapidement le suicide de... Comment il s'appelle? Durkheim. Émile Durkheim. Durkheim, excuse. Tu sais, comment qui... C'est comme tu disais, spoiler alert, là, à la fin du livre, on comprend que finalement, ben, c'est la communauté qui fait en sorte qu'on se suicide moins, qu'on est plus heureux. Puis ça, ben, c'est un petit nous. C'est un petit nous qui habite puis qui mesure comme du monde. Comme du monde, comme nous. Je sais pas trop. Pas comme le monde. Ouais, ben écoute, on finit là-dessus. Je pense que on a fait un bon tour. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis allez allez acheter ça. Ça vaut la peine. Puis les autres livres aussi sont tous bons à lire. Ma mère, hier, elle me disait qu'elle vient de lire Bande de colons. Je trouve ça pas pire. Elle dit, non, c'est pas pire. Là. Je comprends. Là. Je suis dans le fond, on est des colons. Mais tu sais, je suis pas colonisé, mais je suis pas un colonisateur non plus. Je suis comme, ben, c'est ça le point. Il manque un troisième terme. Bon, mais la saluera bien pour moi. Parfait. Bon, ben, bonne journée, Alain. Puis, merci, bonne suite. Tu peux raccrocher, moi, je vais gérer le reste. Là, fait que, on se reparle pour une suite, également. Au plaisir. Okay. Salut, ciao. Bonne suite. Bye.